Trouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Ce matin, je reçois une femme de science et de conviction, le professeur Marie-Pierre Revel, chef du service d'imagerie thoracique à l'hôpital Cochin et figure majeure de la lutte contre le cancer du poumon. Son livre « En finir avec le cancer du poumon, c'est possible » aux éditions Le Duc raconte à la fois un combat personnel, un engagement collectif et un espoir médical, celui du dépistage précoce capable de sauver des milliers de vies. Mais avant cela, comme chaque semaine, un édito, le mien, et ce matin, je vous propose de nous engager pour le droit de respirer. Et oui, parce que s'engager pour le droit de respirer, c'est s'engager pour le droit de vivre. On ne mesure jamais l'importance d'une respiration jusqu'à ce qu'elle nous manque. Chaque année, plus de 52 000 personnes apprennent qu'elles ont un cancer du poumon. C'est le cancer le plus meurtrier, celui qui emporte toujours plus de 33 000 vies par an en France. Et pourtant, c'est aussi l'un de ceux qui reçoit le moins d'attention publique, médiatique et politique. Il reste encore associé à la culpabilité, à la faute supposée, à l'idée qu'on l'a bien cherché et qu'au fond, ceux qui en meurent l'auraient un peu mérité. En réalité, la maladie ne fait pas de tri moral. Une femme sur 4, diagnostiquée, n'a jamais fumé. Et c'est chez elle que la progression est la plus rapide. Derrière ces chiffres, il y a aussi des stéréotypes. Ceux qui masquent la réalité, retardent la prévention et anesthésient la réaction. Et c'est là peut-être que nous basculons de drames individuels à une démission collective. En France, 75 000 personnes meurent chaque année du tabac. Une ville entière qui disparaît chaque année, symbole d'un drame sanitaire devenu ordinaire. Au nom du libre choix, les multinationales engrangent des milliards sur une addiction qu'elles ont elles-mêmes créée. Le tabac, non, ce n'est pas qu'un choix personnel. C'est une stratégie industrielle de dépendance, une machine à profit qui a fait du mensonge une arme marketing. Mais le danger n'est pas seulement dans la dépendance créée, il est aussi dans le consentement silencieux qui la protège et dans la tolérance qui l'accompagne. Tolérance face à une industrie qui tue légalement, tolérance face à la pollution de l'air qui provoque 48 000 morts prématurées chaque année, tolérance face à des maladies qu'on pourrait éviter, comme toutes ces maladies respiratoires qui rendent l'air rare, qui font tousser, qui essoufflent, ces bronchites chroniques qui touchent 3,5 millions de personnes et en tuent 17 000 chaque année. Cette tolérance, cette habitude à l'inacceptable, notre aveuglement face à l'évidence entretient les drames. Et peut-être que c'est dans cette tolérance-là que s'enracinent nos échecs sanitaires. Un Français sur 3 respire un air qui dépasse les seuils de sécurité fixés par l'OMS. Chez les femmes, le cancer du poumon pourrait bientôt dépasser celui du sein. À cela s'ajoutent les inégalités territoriales. Moins de 5 pneumologues pour 100 000 habitants, dont certains départements, contre 25 à Paris. Et une prévention sous-financée. À peine 2% du budget de la santé publique consacré à anticiper les maladies. Résultat, la France soigne beaucoup, mais prévoit trop peu. Pourtant, on le sait, le dépistage précoce peut sauver des vies. C'est prouvé, documenté, démontré. Et ce combat dépasse la seule médecine. Il pose une question politique et morale. Combien de temps allons-nous encore tolérer que l'air qu'on respire rend malade, que le profit prime sur la santé, que le silence rend complice? Le droit de respirer, s'engager pour celui-ci, c'est rappeler que l'air est un bien commun et qu'il mérite enfin d'être protégé comme un droit fondamental. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Alors aujourd'hui, dans la force de l'engagement, je donne la parole à une femme de science et de conviction, le professeur Marie-Pierre Revel. Radiologue, chef du service d'imagerie thoracique à l'hôpital Cochin, elle consacre sa vie à un combat, sauver celles et ceux qu'on ne dépiste pas à temps. Son livre « En finir avec le cancer du poumon, c'est possible » raconte aussi comment un drame personnel est devenu pour elle une cause nationale et pour nous aussi une cause nationale. En ce mois de novembre qui arrive, qui est là, Moi sans tabac, elle nous rappelle qu'un scanner de quelques secondes peut suffire à sauver une vie. Alors professeur, merci d'être avec nous ce matin. Merci d'avoir accepté mon invitation. En fait, votre livre, que j'ai lu avec beaucoup d'attention, part d'un choc intime. Celui de votre cousine Véronique, emportée à 58 ans par un cancer du poumon. Est-ce que ce drame personnel est devenu véritablement le moteur d'un engagement public? Parce que médical, il existait déjà, mais est-ce que c'est devenu le moteur d'un engagement public? Oui,
Oui, et pour moi, alors que je suis professionnelle de santé et confrontée à cette maladie, le cancer du poumon, puisque dans mon activité, l'interprétation de scanner des poumons, c'est le suivi de patients traités pour cancer du poumon était une part assez importante de mon activité. C'est vrai que j'ai vraiment, réellement pris conscience du fait que c'était pas une abstraction. Le jour où ma cousine est tombée malade, elle m'a appelée alors que j'étais, comme chaque année, au Palais des Congrès pour notre congrès annuel radiologique, en me disant, tu sais, j'ai fait une radio et j'ai un cancer du poumon. Qu'est-ce que je fais ? Et donc là ? Alors là, en fait, elle a eu un bilan qui montrait qu'elle était opérable, mais malheureusement, elle avait une forme avancée. Et en gros, elle a lutté contre la maladie pendant 10 ans avant de perdre la bataille. Alors, ce cancer du poumon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première cause de mortalité de cancer dans le monde. On est d'accord sur cela. Tout à fait. En France, il tue pratiquement plus de femmes que le cancer du sein. Alors ça, c'est des statistiques récentes. Les dernières statistiques publiées dont on disposait dataient de 2018. Mais quand on va sur le site qui s'appelle Globoscan, qui est de l'OMS, les statistiques de 2022, quand on regarde en termes de causes de décès par cancer chez les femmes de 30 à 79 ans en groupant poumons, bronches, trachées, en France, c'est passé devant le cancer du sein qui est pourtant 5 fois plus fréquent, mais en termes de nombre de décès par cancer, c'est passé devant. C'est aussi le cas en Angleterre, c'est aussi le cas en Allemagne, ça n'est pas le cas en Italie, c'est le cas en Espagne. Vous voyez, dans les différents pays européens, on a cette carte qui permet de voir quelque chose qui est une statistique très choquante, puisque, en tout cas en France, moi, quand j'étais jeune médecin, des femmes avec des cancers du poumon à l'hôpital, on n'en voyait pas. Et alors, on n'en voyait pas parce que j'imagine qu'on ne dépistait pas, on va revenir là-dessus tout à l'heure. C'est aussi parce qu'il y en avait beaucoup moins. C'était une maladie rare chez les femmes avant qu'à partir des années 1970, les femmes françaises se soient mises à fumer. Et 50 ans après, on a cet effet boomerang, ça prend du temps. Mais c'est une réalité maintenant. Alors, pour les femmes, la société continue un peu à associer cette image caricaturale du gros fumeur, du mauvais choix. Est-ce que cette idée qu'en fait, ça n'arrive qu'aux autres, est aussi un des freins à la prévention ou pas du tout ? Moi, je pose que on n'est pas franchement conscient du risque à partir du moment où les bureaux de tabac font partie de notre réalité urbaine, à partir du moment où, quand on va au cinéma et qu'on voit un film, c'est très banal d'allumer une cigarette comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Donc ça, je pense que ça évite d'avoir une vraie perception du risque. C'est vraiment ce que je pose, même si c'est écrit sur le paquet un peu pour se dédouaner, on vous aura bien prévenu. En même temps, il y a une banalisation collective. Pourtant, c'est écrit très gros sur les paquets. C'est écrit très gros, mais je pourrais citer ce que m'a raconté, par exemple, Nicolas Bonnet, qui est le directeur du réseau de prévention des addictions, le RESPAD. Il voit des jeunes que les parents amènent pour des addictions, joints, marijuana, etc. Et il leur dit, mais il faut aussi qu'ils arrêtent de fumer. Et vous voyez, c'est pas du tout vécu de la même façon. Pour des parents, bon, ok, leur adolescent fume, c'est pas dramatique, ils se droguent, alors là, c'est terrible. Oui, ça devrait être perçu comme vraiment quelque chose qui va compromettre très sérieusement leur espérance de vie. Et cette prise de conscience, pour l'instant, n'existe pas. Alors, vous écrivez, quelques secondes peuvent suffire à sauver une vie. Vous dites aussi que tout pourrait changer grâce à un geste simple, le dépistage par scanner à faible dose. En fait, quelques secondes qui peuvent réussir à sauver une vie. En fait, la France est l'un des derniers pays européens à n'avoir pas mis en place de dépistage national. Alors, comment comprendre qu'en 2025, un pays comme le nôtre ne soit pas encore prêt à généraliser une méthode qui sauve des vies ? On en parle juste après la pause. Retrouvez la force de l'engagement avec AJP. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Vous êtes toujours sur Sud Radio dans la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Aujourd'hui, on s'engage contre le cancer du poumon et pour la prévention avec le professeur Marie-Pierre Revel, chef du service d'imagerie thoracique à l'hôpital Cochin. Alors, juste avant cette
suppose, on disait que malgré toutes ces statistiques, la France reste quand même peut-être un peu en retard sur le dépistage. Est-ce que ce retard, il est réel ou est-ce qu'il est, c'est une perception pour vous ? Moi, je pense que c'est plutôt une perception. C'est vrai que la France n'a pas lancé de grandes études sur le dépistage du cancer du poumon, comme ont pu le faire les États-Unis. Une énorme étude publiée en 2011, 53 454 participants. Et une deuxième très large étude plus récente, belge et néerlandaise, l'étude Nelson, avec plus de 15 000 participants. Donc ça, c'est vrai. Et puis d'autres pays, l'Allemagne a fait l'étude LUSI, l'Italie l'étude MILD, et nous, on n'a pas fait de grande étude. Il y avait eu l'étude d'Episcan début des années 2000, mais voilà, qui n'a pas été très, très concluante. Donc ça, c'est vrai. Par contre, est-ce qu'on est en retard par rapport aux autres pays ? Ben non, parce que y a pas de dépistage organisé en Italie. En Allemagne, la décision vient d'être prise très récemment. En Espagne, même chose. Le pays qui est en avance, c'est l'Angleterre, c'est vrai, et aussi la Croatie. Mais je crois que moi, je ne partage pas, si vous voulez, l'opinion de ceux qui ont un peu crié au scandale quand, en 2016, la Haute Autorité de Santé a dit on ne peut pas partir pour le dépistage parce que à ce moment-là, ça n'était pas mûr. Ça n'était pas mûr sur les stratégies. Il y avait trop de faux positifs, c'est-à-dire de fausses alertes. Et puis, on n'avait pas encore les solutions dont on peut maintenant disposer, en particulier l'apport des formes modernes d'intelligence artificielle pour nous assister dans la lecture. Si on part en population, on a 3,5 millions de Français à risque qu'il va falloir dépister. Et il faut le faire. Vous imaginez que si on doit faire, comme dans les études, une double lecture humaine, c'est vraiment extrêmement lourd à mettre en œuvre. Un scanner, c'est 800 000 images. Si on peut faire avec un seul lecteur et que la deuxième lecture soit assurée par l'intelligence artificielle, là, c'est beaucoup plus faisable. Et c'est ça que j'ai voulu démontrer dans l'étude Cascade. Oui, alors cette étude Cascade, parlons-en. Vous avez, vous, mis en place une étude sur plus de 20 000 participants. Alors non, ça c'est le projet Impulsion. C'est le projet Impulsion, voilà, que l'INCa a initié et qui va démarrer dès qu'on est prêt, c'est-à-dire d'ici le début d'année prochaine. Je ne peux pas vous dire exactement encore la date. C'est un projet qui est très ambitieux, qui est très lourd, où on va faire justement appel à l'intelligence artificielle. Donc il y a des problèmes de sécurité informatique, d'autorisation par la CNIL. Voilà, tout ça est en train de se mettre en place et on va appuyer sur le bouton quand on sera vraiment fin prêt, parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Et ça va se passer comment alors ? Alors, nous avons depuis 4-5 ans formé massivement les radiologues français au dépistage, c'est-à-dire à la réalisation technique des examens qui doivent être faits avec très peu de rayons, à se servir des outils d'intelligence artificielle comme deuxième lecteur, à se former aux critères qui qualifient un dépistage comme étant positif. Et donc, ce programme fera appel, et on a essayé de mailler le territoire pour que, vous voyez, les individus n'aient pas des centaines de kilomètres à faire. Donc, on a maillé le territoire pour des centres labellisés, faits avec des radiologues formés et assistés par des solutions d'intelligence artificielle. Donc, comment ça va se passer ? Dès qu'on sera prêt, il y aura une communication grand public, un site internet de l'étude qui permettra de savoir si on est éligible, un numéro d'appel national aussi qui permettra de savoir si on est éligible, et bien sûr, on pourra faire appel à son médecin pour lui poser des questions. On va aussi collaborer avec les pharmaciens qui permettront de renseigner les personnes. On mettra des affiches dans les pharmacies par les pharmaciens qui vous expliquent si vous avez les critères pour être dépisté ou pas. Parce que c'est des critères qui ne sont pas si simples que ça à expliquer. Les prérequis pour être dépisté, quels sont-ils ? Alors, c'est d'abord des critères. On est obligé, si vous voulez, de s'adresser à la population pour laquelle on a démontré un bénéfice médical. Cette population, elle a une catégorie d'âge. C'est de 50 à 74 ans. Et il faut être fumeur toujours actif ou fumeur ayant arrêté, mais ayant été suffisamment exposé au tabac, c'est-à-dire avoir fumé en gros 20 ans, parce que la plupart des fumeurs fument un paquet par jour. Et en fait, on chiffre ça en paquets années. C'est une notion qui est un peu difficile à expliquer. 20 paquets années, c'est pas fumer 20 paquets de cigarettes dans une année. C'est avoir une consommation journalière d'un paquet par jour pendant 20 ans. C'est colossal.
Enfin, moi, ça me paraît colossal. Ça vous paraît colossal. Mais moi qui suis une ancienne fumeuse, je vous dis, en général, quand on fume un paquet par jour. Et quand on commence à fumer, ça prend souvent au moins 10, 15, 20 ans à essayer de s'en tirer, voire on n'y arrive pas si on n'est pas suffisamment soutenu et accompagné. Ouais. Mais alors quand même, le dépistage, bon, c'est formidable, je comprends l'intérêt, je pense que tout le monde en comprend fondamentalement l'intérêt, je pense qu'il y a des problèmes économiques qui sont des freins à la mettre en place. Mais c'est aussi que maintenant c'est mûr. Maintenant on est mûr sur les stratégies. Cette deuxième étude Nelson, elle a permis de réduire les faux positifs, donc on sait comment s'y prendre, en gros, pour faire simple. Et on a les outils qui vont nous faciliter les choses, notamment l'apport de l'IA. Parce que c'est pas si simple que ça, on a 3,5 millions de Français potentiellement éligibles. Donc il faut s'en occuper avec efficacité, avec sécurité, et c'est le moment. Alors on a ça, mais on a aussi ce chiffre qui est indiscutable, c'est que 85% des cancers du poumon sont dus au tabac. Et vous avez tout à fait raison pour laquelle la solution idéal et ultime, c'est d'avoir une nouvelle génération sans tabac. Mais comment on fait ça Mais ça va prendre un petit peu de temps. Et quand bien même, dès demain, plus personne ne fumerait, on a déjà des gens qui ont acquis leur risque. Et vous voyez, les compteurs, malheureusement, ne reviennent pas à zéro. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on arrête de fumer qu'on... Alors, il y a toujours un intérêt. On va arrêter d'augmenter son risque, mais on ne revient pas en arrière. Voilà. Alors, on a fait des campagnes, on a augmenté le prix du tabac, et pourtant, ces chiffres sont toujours là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens se rendent compte de ce risque très important? D'abord, il faut mettre beaucoup de moyens dans le soutien au sevrage. C'est vrai que arrêter de fumer seul, c'est horrible. Moi, la première fois où j'ai essayé d'arrêter, j'étais devenue tellement insupportable que même ma mère m'a dit écoute, refume, parce que là, vraiment, c'est pas possible. J'avais pas de substitut nicotinique. La deuxième fois, je m'achète des chewing-gums à la nicotine. J'avais consulté une collègue tabacologue. Et là, ça devient vraiment beaucoup plus faisable. Donc déjà, il faut être accompagné dans le sevrage. Et quant à la perception du risque, moi, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour ça que j'ai travaillé avec ce documentaire, parce que je me dis que ma prise de conscience, le jour où une proche a été vraiment touchée, je l'ai faite qu'à ce moment-là, vraiment. Donc, je pense qu'en population, c'est la même chose. Et pourtant, moi, je suis professionnelle de santé. Oui, alors c'est ça qui est assez interpellant. Vous êtes professionnelle de santé, vous êtes spécialisée sur ces risques, et pourtant, vous avez vous-même pris le risque de fumer. Parce que moi, je suis pas toute jeune. J'ai commencé à fumer à 17 ans. J'étais pas médecin à ce moment-là. Je fais partie d'une génération où le tabac était omniprésent à la télévision, dans les transports, absolument partout, où c'était vécu comme la chose la plus naturelle du monde. Alors, et moi, je me souviens très bien, même dit, ok, c'est peut-être pas très bien pour la santé, mais si c'était si dangereux que ça, j'en trouverais pas tous les 3 coins de rue, quoi. Vous voyez, c'est ça qui banalise les choses. Je pense que il y a une telle, incohérence entre ce qu'on sait et la responsabilité du tabac sur notre santé, et le fait de le distribuer comme les baguettes de pain. C'est ça qui empêche, je pense, la perception du risque. Alors, on parle beaucoup de tabac, mais il y a aussi d'autres facteurs de risque. La pollution urbaine, les particules fines, notamment dans les grandes villes. Est-ce que ces polluants jouent un rôle comparable, ou enfin, je ne sais pas, vous allez me dire, à celui du tabac dans le développement des cancers du poumon? Alors, je dirais, comme disent les Anglais, qui disent qu'il y a un éléphant dans la pièce. C'est-à-dire qu'il y a un tel effet de l'exposition au tabac que mesurer les autres effets, c'est extrêmement difficile. Oui, très probablement. Moi, je ne sais pas vous le préciser. Il y a aussi d'autres. On essaie de travailler, par exemple, il y a une présence de radon un gaz dans le sol. Il y a d'ailleurs une étude européenne en cours qui essaie de comprendre justement chez les non-fumeurs pourquoi certains vont développer un cancer. En Asie, il y a aussi des habitudes culinaires, de faire chauffer de l'huile, vous voyez, dans ces woks, avec des femmes qui majoritairement, elles, sont non-fumeuses. Donc voilà, c'est sûrement plurifactoriel. Mais si vous voulez, là, l'industrie du tabac serait ravie qu'on dise c'est la pollution. Vous savez, elle avait, c'est ce que j'explique dans le livre, financé des études pour trouver tous les autres coupables.
l'alimentation, la pollution. Mais alors, financer des études pour montrer le lien de causalité entre cigarettes et cancer, alors ça, distribution pas vu, pas pris. Et est-ce qu'on peut dire aussi qu'on entend beaucoup parler des affections respiratoires qui touchent tout le monde, qui touchent les enfants, etc. Est-ce que ça aussi, c'est un risque de séquelles sur les poumons? Est-ce que cette perte de capacité pulmonaire à long terme, ça peut aussi développer un cancer du poumon? Le tabac ne fait pas que donner le cancer, il est aussi la cause numéro 1 de ce qu'on appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive, ou BPCO. C'est quoi? C'est une inflammation chronique des bronches et aussi une destruction du poumon qu'on appelle l'emphysème, qui peut conduire à l'insuffisance respiratoire. Mais là, encore une fois, tabac égale cause numéro grand 1, grand 1, grand 1. Et après, c'est vrai qu'on peut développer des séquelles au niveau des bronches quand on a fait des infections graves dans l'enfance, quand on a des séquelles de prématurité. Mais voyez, encore une fois, c'est vraiment le tabac, le facteur causal numéro 1. Merci beaucoup, professeur Marie-Pierre Vell, d'avoir accepté mon invitation. Votre livre, publié aux éditions Le Duc, En finir avec le cancer du poumon, c'est possible, à condition d'oser la prévention et à condition, on le sait maintenant, de changer ses habitudes et de stopper le tabac. La force de l'engagement, c'est chaque dimanche à 15h sur Sud Radio et en podcast sur sudradio.fr. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même énergie, pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font bouger la société. Et tout de suite, je vous laisse en compagnie de John pour le meilleur de Sud Radio. C'était la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Agipi.